Alors le titre a évolué, enfin, c'était étude de commencement premier déploiement, ça l'est toujours. Puis il y avait une suggestion des responsables du colloque d'ajouter un sous-titre que je ne vais pas remplir, c'est évident, c'est un projet trop vaste. Et puis, c'est la fin. Et puis je mets ces points d'interrogation parce que c'est bien ce qui va être un peu abordé. Voilà, vous pouvez le faire avec ça. Avance, recule. Ça va très bien. Merci. Merci, monsieur. Donc voilà, alors un extrait de texte de Fermat, traduit en français. Donc il va être question de nombres figurés. Et ces nombres figurés sont cachés sous les expressions géométriques qui sont soulignées. Tous ces termes géométriques, en fait, désignent des nombres. Ce vocabulaire géométrique vient de loin. Il vient probablement de Pythagore. Et il nous en reste encore des traces aujourd'hui, puisque nous disons carré pour un nombre multiplié par lui-même. Et vous avez à l'écran la représentation figurée du carré. En l'occurrence, là, je crois que c'est le carré de 6 par 6. Donc on identifie des triangles, des carrés, et on va voir beaucoup d'autres dans la présentation. Alors cette figuration qui vient de Pythagore, elle a un grand intérêt, du moins dans cette période historique. Par exemple, là, avec les couleurs, je figure, en gardant les couleurs, je figure les nombres impairs. Le point jaune, 1, puis 3 verts, 5 bleus, etc. Et je comprends immédiatement que si j'ajoute les nombres impairs de 1 à 11, 11 rouges, j'ai un carré, j'ai 6 au carré. Et la somme des n, un premier nombre impair, et le carré de n, comme dirions-nous aujourd'hui. Donc c'est une force de persuasion très forte qui est derrière ces représentations. Cette propriété, on la trouve dans Nicomaque de Géraz, qui a vécu au IIe siècle de notre ère. Un autre exemple avec le triangle, où c'est la somme des entiers, là. 1 plus 2, un descendant, plus 3, plus 4, plus 5. Et c'est un Pontosane, si je puis me permettre, de la classe de première scientifique française, même plus que scientifique, à peu près toutes les séries, se fait d'associer deux triangles, le bleu et le rouge, qui sont identiques, pour calculer la somme des entiers. Donc on a des formules de ce genre, pour l'exemple qui est là. 1 plus 2 plus 3 plus 5, 5 fois 6 divisé par 2. Le triangle, n'est-ce pas, est formé de 2, le rectangle est formé de 2 triangles. Et généralement, formule donc, qui est dans le programme de première de nos élèves, celle-ci, là. La somme des entiers de 1 à n, c'est n plus 1 sur 2. En les organisant en famille, les nombres figurés constituent une matière un peu abstraite de penser les calculs sur les nombres entiers. Alors quand on dit ça, on pense à l'algèbre, mais l'algèbre n'est pas là, à l'époque dont je parle. Mais l'algèbre accomplira ce projet, et bien plus que ce projet. Alors ces nombres figurés, on court jusqu'à la période moderne. À l'écran, une page, enfin, deux pages en fait, puisque j'ai regroupé, d'un ouvrage traduit, d'un ouvrage en latin, en gros du 5e, 6e siècle, d'Anicius Boès, et qui est encore publié au 16e. Bon, c'est une longue généalogie, mais qui est une généalogie sans continuité, c'est-à-dire Pythagore, Nicomaque, Diophante, je viens en parler, les mathématiciens hindous, les mathématiciens arabes, et puis des traductions avec la Renaissance. Ne pas imaginer de parcours linéaire entre toutes ces lignes de l'écran, hein, puisqu'on pense peut-être, il est à peu près certain, que même peut-être que les écrits arabes ne se sont pas transmis aussi directement qu'on pourrait le croire aux traducteurs italiens et allemands. Alors il y a une autre tradition pour parler des nombres entiers, pour parler d'arithmétique. Elle réside dans les éléments d'Euclide, et elle est un peu d'autre nature. Parité, divisibilité, nombre parfait, critères pour les nombres premiers, mais avec des manières de démontrer qui sont pas vraiment liées au nombre figuré, même pas du tout liées au nombre figuré. Mais, par ailleurs, Diophante d'Alexandrie, qui a vécu en ce temps au second siècle ou au IIIe siècle, a notamment donné une arithmétique en 13 livres, qui était connue simplement avec 6 livres qu'on avait retrouvés. Puis 3 autres ont été retrouvés eux aussi, mais très récemment, en 1971.
Et cette œuvre, elle présente un courant de l'arithmétique qui émerge là, qui présente une certaine originalité. En fait, c'est la résolution d'équations en termes d'entiers. Le livre de Diophante est un catalogue de problèmes qui consiste à résoudre des équations. Ces équations, on les appellera diophantiennes, comme on le dit aujourd'hui dans les cercles mathématiques. Et on a là une initiation d'une nouvelle branche des mathématiques, d'une nouvelle branche de l'arithmétique. Diophante a aussi écrit sur les nombres polygones et les nombres figurés que je viens d'évoquer. Mais on ne connaît de cet ouvrage qu'un fragment. Alors, plusieurs traductions de Diophante marquent sa redécouverte à la Renaissance. Je pense ne pas les avoir toutes repérées, mais je citerai Bombelli, Xylander, en Allemagne, Stévin, et puis, au début du XVIIe, Gaspard Bachet de Béziriac publie en 1621 une édition gréco-latine. Il traduit le grec de Diophante en latin, et c'est ce qu'on appelle l'arithmétique de Diophante. Bachet a peut-être lu Xylander, il le cite du moins dans ses débuts. Alors on a dit tout à l'heure qu'on ne sait pas grand-chose de la formation de Fermat. Bon. Je peux affirmer que Fermat a étudié Viète, qui est l'acteur majeur à la fin du XVIe de la transformation de l'algèbre. Ses œuvres sont republiées en 1624. Fermat en parle dans ses écrits. Il a probablement étudié Diophante, puisqu'il a travaillé sur le livre de Bachet, la traduction de Bachet. Et cet ouvrage, pour lui, est terrain de recherche. Il l'annote assez abondamment, et ses annotations seront publiées en 1670. On publiera tout, en fait. C'est-à-dire tout Diophante-Bachet, plus les observations. Et c'est là notamment que figure la célèbre note ouvrant sur la grande conjecture, avec le grand théorème, je passe là-dessus, et je vais m'intéresser ici à l'avant-dernière et à l'avant-avant-dernière de ces observations. J'ai un peu de retard, voilà. Donc en lisant Bachet, donc ça c'est l'avant-dernière observation. À l'appendice d'ailleurs de Bachet sur le Diophante, puisque Bachet a aussi écrit un peu à la suite du Diophante, qu'il a traduit. Et sur les nombres polygones, Bachet fait remarquer la propriété que j'essaie de montrer à l'écran. Bon, on a 1, puis si on prend les nombres impairs qui suivent, la somme fait 8, un cube. Si on prend les 3 impairs qui suivent, la somme fait 27, un cube, etc., un cube. En ajoutant les nombres impairs par 1, puis les 2 suivants, puis les 3 suivants, puis les 4 suivants, puis les 5 suivants, toujours des cubes. Je mets à l'écran l'illustration tirée de l'ouvrage publié un petit peu plus tôt, en 1575, par le sicilien, dirais-je, Morolico, un grand livre sur les nombres figurés, parce que c'est l'illustration que fait Bachet fait beaucoup penser à celle-là. Peut-être s'en est-il inspiré. L'observation de Fermat, la voilà. Dans toute progression, je vous l'inflige, dans toute progression constitutive de polygones, l'unité constitue la première colonne. La somme des deux nombres suivants diminués du premier triangle multiplié par l'excès sur 4 du nombre des angles du polygone forme la seconde colonne, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me propose de dire ce que ça veut dire. Ça, je crois que je peux y arriver. Puis peut-être d'évoquer des aspects plus interrogatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Fermat est tout à fait au fait de la connaissance des nombres polygones, j'en ai 3 à l'écran, qu'on hérite finalement de l'Antiquité. Donc les carrés dont j'ai parlé, mais aussi les nombres pentagones, les nombres hexagonaux. Alors les nombres pentagones, avec mes couleurs, là, sont vus comme des sommes, colonne centrale, des sommes qui évoluent de 1 à 4, puis donc on ajoute 3, puis on ajoute 3, ça fera 7, donc 1 plus 4 plus 7, etc. Plus 10 plus 13. Troisième colonne, les nombres hexagonaux, cette fois-ci on évolue en ajoutant 4 de couleur en couleur. Ce qui s'ajoute, la partie rose, les anciens l'appellent le gnomon, ce qui fait garder une figure semblable, c'est la figure qui, ajoutée à la figure, donne une figure semblable. Je ne vais pas m'étendre.
Et le premier propos de Fermat, dans l'observation que j'ai lue, c'est les progressions arithmétiques sont constitutives des nombres polygones. C'est cela que ça veut dire. Et dans l'esprit de Fermat, bien entendu, ça va au-delà de l'hexagone. C'est général dans sa pensée, nous allons voir ça. Alors qu'est-ce qu'il fait, Fermat? Il imagine des colonnes. Et ces colonnes, je crois pouvoir dire qu'elles viennent de Morolico. Elles sont dans Morolico, les colonnes. Ce n'est pas une entité dégagée des nombres figurés, on reste dans les nombres figurés, mais cette fois-ci volumique. Alors je vous en ai dessiné un là, avec un pentagone, le quatrième pentagonal, je ne sais plus où j'en suis, le quatrième pentagonal je crois que c'est 22, et je vous en ai empilé 5. Pentagonal 5, et je fais 5 couches, et j'ai la colonne, j'ai la 5e colonne des pentagones. Et ça va jouer un rôle, ça, dans le calcul, non seulement des nombres de points bleus, où on les groupe par 2, des nombres de points rouges, où on les groupe par 3, hein, comme tout à l'heure avec le carré. Hein, 1, par 2, par 3, par 4, par 5. Donc, par 2, par 3 les rouges, par 4 les bleus, et puis par n, général, les verts. Enfin, c'est une simulation. Combien y a-t-il de points, si on continue selon cette géométrisation, combien y a-t-il de points verts? Telle est la question. Alors, Fermat la traite, c'est l'observation 47, avec cette proposition. Alors, je vous ai fait une traduction, intuitive. La somme en vert, c'est-à-dire le nombre de points rouges, auquel on retranche quelques triangles, quelques nombres triangulaires, le nombre de côtés du polygone ou le nombre d'angles du polygone, moins 4. C'est-à-dire 5 moins 4. Alors 4 moins 4 pour le centre, ça fait 0, bien entendu, et 6 moins 4, ça ferait 2. Et ceci donne donc la proposition. Alors, que dire sur cette proposition? Eh bien, vous la trouvez sans doute un peu... Mais ça n'est que les débuts de Fermat, comme je l'ai expliqué. Cette proposition, eh bien, elle est vraie. C'est un théorème. Alors, évidemment, nous n'avons pas la démonstration. Mais il a fait ça. Deuxièmement, c'est quand même un saut. Je dirais qu'il y a une intuition, une vive intuition. Il y a une dextérité calculatoire, une pratique algébrique, mais on ne voit pas ça, puisqu'on ne voit que des mots. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment a-t-il fait? Aujourd'hui, on fait un calcul algébrique de bon élève de terminale. Enfin, pas vraiment simple, mais quand même, je pense qu'on peut poser ça en devoir en terminale. Faut-il voir cet écrit seulement comme un résumé d'essai suffisamment convaincant? Je ne le crois pas, je crois que c'est un théorème. Le propos est à noter aussi. On aurait pu chercher la zone verte en faisant des soustractions de la grande figure pentagonale, si je discute sur le pentagone, que l'on connaît, puisque c'est l'héritage des anciens, moins la grande figure, la figure bordée de vert, plus petite, que l'on connaît aussi. En soustrayant ça, vous avez le nombre de points verts. Donc, il ne fait pas comme ça. Il cherche une expression qui relie des nombres physiques figurés entre eux. Alors, la somme, dont on parle, qui est un morceau de nombre figuré, une tranche dans le polygone, un certain nombre de triangles, c'est des nombres figurés, et puis cette colonne qu'il introduit, qu'il imagine. J'ai cherché si Fermat aurait pu ambitionner une généralité plus grande, c'est-à-dire non pas découpée par 1, par 2, par 3, mais selon d'autres découpages. Alors, ou bien, ça n'est pas intéressant, c'est un calcul qu'on arrive à faire, mais c'est un calcul que je fais, moi, personnellement, tout algébrique, dans les canons de l'écriture mathématique d'aujourd'hui. Donc je ne sais pas si Fermat fait. Voilà. D'accord? Voilà mes questions sur cette affaire. Alors, maintenant, je passe à l'observation 46, c'est-à-dire celle qui précède. Alors, celle qui précède... Ah ben oui, bon, je ne m'attarde pas sur cet écran, c'est pas nécessaire. Celle qui précède, elle est liée à une proposition de Diophante sur les nombres polygones, toujours, et que Bachet commente, mais qui ressemble beaucoup en fait à ce que Diophante fait. Je lis Bachet. Du côté donné, trouver le polygone. C'est ce que je viens de dire. Hein, le grand écran avec les 3 colonnes. Et du polygone, ça c'est autre chose. Du polygone,
trouver le côté. C'est-à-dire, je vous donne un nombre, 190, de quoi est-il polygone et avec quel côté? C'est un problème qui va rester chez Fermat jusqu'à la fin de sa vie, qui figure dans la grande lettre Carcavie, où il y a une sorte de récapitulation. Donc la grande lettre à Carcavie, je crois que c'est 1659. Il y a une grande récapitulation de problèmes qu'il trouve importants, et c'est un des problèmes qui finit la lettre. Donc j'ai déjà dit que Fermat ne va pas répondre. Fermat il va s'évader ailleurs. Je me suis demandé si cette observation n'aurait pas pu être située ailleurs dans le Diophante. Parce que ailleurs, en particulier à propos d'autres questions que Diophante aborde, on aurait pu mettre cette observation de manière, à mon avis, plus liée. Alors, cette fois-ci, je vous la présente par petits morceaux, et non pas brutalement. Le produit d'un nombre quelconque par le nombre immédiatement supérieur fait le double du triangle du premier nombre. Vous avez reconnu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez reconnu que Fermat écrit finalement quelque chose autour de n plus 1. Il écrit quelque chose finalement autour des nombres triangulaires. Voilà. Donc, ça c'est la partie. Et qui donne la somme des entiers. Les triangles donnent la somme des entiers. Et puis il poursuit. Si le multiplicateur est le triangle du nombre immédiatement supérieur, on a le triple de la pyramide du premier nombre. Et oui, il écrivait comme ça, ces mathématiques. Alors là, en fait, il est en train d'empiler des triangles. Il est en train de sommer des triangles. Et il est en train de fabriquer Mais il n'écrit pas ça, hein, c'est moi qui l'écris. Il est en train de fabriquer cette formule. C'est-à-dire 1 fois 2 divisé par 2, c'est un triangle. 2 fois 3 divisé, ça vaut 1, hein, c'est le premier point. 2 fois 3 divisé par 2, c'est un triangle, etc. Jusqu'à un triangle général, n plus 1 sur 2. Et quand on fait la somme, on a ceci, là, avec ce lexique. C'est la pyramide. Hein, c'est le nombre de points que constitue le nombre de boulets qui constitue cette pyramide. Et ça continue. Si la pyramide du nombre immédiatement supérieur, on a le quadruple du triangulo-triangulaire du premier nombre, alors on voit ce qui arrive. C'est qu'il est obligé de fabriquer des mots. Il est passé dans la 4e dimension, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il est en train d'empiler des pyramides. Je ne peux pas vous le représenter. D'accord? Voilà. Il y a un changement, je pense, d'horizon intellectuel, là, un petit peu. Mais tout en s'accrochant à ces figurations. Et on a cette formule. La première fraction, c'est une pyramide, 1 fois 2 fois 3, divisé par 6. Et puis on continue, et donc on a la somme des pyramides est égale à ceci. Là. Et évidemment, comme toujours chez Fermat, je crois que ça a été dit tout à l'heure, généralisation. Donc théorème. Mais je ne sais pas où est la démonstration. Donc on a, dans le cas général, on part de n plus 1, n plus 2, n plus 3 jusqu'à n plus k moins 1, avec k facteurs, et puis on divise par 1 multiplié par 2 multiplié par 3 jusqu'à k, ce que aujourd'hui, depuis le XVIIIe siècle, on écrit k avec un point d'exclamation. C'est ce qu'on appelle un coefficient binomial dans la culture d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, du XVIIIe déjà. Et j'aurais dit que c'est une somme. C'est une somme de coefficients de même nature, mais précédents. Comme les triangles donnaient les pyramides, et les pyramides les triangulo-triangulaires en ajoutant. Alors, bon, voilà la proposition. Peut-être qu'on appelle de passer du temps à la lire. Ainsi, dans la progression naturelle commençant à l'unité, le produit du premier nombre quelconque par le nombre immédiatement supérieur fait le double de la pyramide, fait le double du triangle du premier nombre, pardon. Si le multiplicateur est le triangle du nombre immédiatement supérieur, on a le triple de la pyramide du premier nombre. Bon, voilà. C'est admirable d'écrire des mathématiques comme ça et d'arriver à les faire. Ah oui, c'est admirable. Mais il y a le propos qui a été souligné tout à l'heure. J'estime qu'on ne peut énoncer sur les nombres de théorèmes qui soient plus beaux et plus généraux. J'avoue que j'ai un problème, parce que comme Fermat va dire ça souvent au cours de sa vie, quel est le plus beau de ces théorèmes? C'est chaque fois celui qu'il est en train de produire. Et oui, bon, il a raison, je le partage son opinion sur la beauté des mathématiques. Bon, ça a été souligné
tout à l'heure. Je n'ai pas le temps ni la place d'en mettre la démonstration dans cette marge. Vous voyez que ce n'est pas qu'à un seul endroit de ces œuvres que Fermat fait ça. Il n'a pas la place pour expliquer, encore une fois. Alors, il se trouve que Pascal l'a trouvé aussi, tout ça, tout ce corpus autour des coefficients binomiaux. Et c'est publié dans le triangle arithmétique de Pascal, qui est publié en gros dans l'année 1654, comme il a été dit tout à l'heure. Et puis il y a dans ce traité, il y a plusieurs sous-traités, on va dire. En particulier, j'ai pris un extrait là, avec l'image dont le titre est pour les ordres numériques, parce que ça colle tout à fait à ce que fait Fermat. Les unités, la liste des 1, la liste des entiers, la deuxième ligne. Mais quand on ajoute les unités, on trouve la liste des entiers. Quand on ajoute progressivement les entiers, on trouve la liste des triangulaires, et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait semblable. Alors, il y a eu un échange épistolaire entre eux qui a été évoqué tout à l'heure. Je suis un peu perdu dans mes feuilles. Voilà. Alors, qui a été très bien présenté par Denis Favennec tout à l'heure. Que dire d'autre, hein? Échange épistolaire, les fameux coups fourrés, c'est là-dessus que cela porte. Mais Pascal dit quand même à Fermat qu'il a l'antériorité du résultat, grosso modo. Enfin, il y a croisement des lettres, mais le dialogue est respectueux, c'était souligné, l'admiration est réciproque, et la langue surtout. Quelle belle langue. Alors j'avais prévu de vous lire ces textes, mais on n'a pas le temps. Et pourtant, il ne s'agit pas de découvertes simultanées. Outre sa mention à l'observation sur l'audiophante de Bachet, le commentaire de Fermat, que j'ai lu sur les coefficients binomiaux, figure dans sa lettre 15 à Roberval du 4 novembre 1636, c'est-à-dire 18 ans avant le triangle, 18 ans avant ce que fait Pascal. Alors ça m'intéresse parce que ça permet de dater un peu peut-être, ou au moins de borner une date pour l'observation. C'est important ça. Donc je pense que là-dessus au moins, on est dans ce que je considère un peu comme les débuts de Fermat, du moins les débuts de son entrée dans le cercle de Mersenne. Alors, j'ai plusieurs choses encore à commenter. Il me reste... Alors, oui, alors, je pense que c'est lié, ce que fait Fermat, je pense que c'est lié à ce qu'il fait à côté. Il est en train de discuter avec Roberval de quadrature en 1636, donc de calculer des aires sous les paraboles, c'est une parabole, calculer des aires de domaine qui sont situées dessous. Et je pense qu'il a frôlé ou trouvé, je n'en sais rien, une méthode, parce que ces formes-là, x plus 1, x plus 2, etc., il se trouve que mathématiquement, elles sont liées aux puissances. Et que si vous voulez sommer... pour calculer les aires, une méthode consiste à faire des sommes de puissances, ce qu'Archimède a fait pour la parabole, et que Pascal, Pascal certes, mais Fermat aussi, est sans doute en train de faire, et a fait pour les puissances 4. Et pour sommer les puissances 4, par exemple, c'est les lignes jaunes, vous pourrez le faire, parce que comme vous avez des expressions qui sont à gauche du signe égal, en colonne, vous pouvez sommer, puisque la nature même des coefficients binomiaux, c'est qu'ils s'engendrent les uns des autres par des sommations. Donc voilà. Alors le théorème que Fermat énonce, je l'ai mis en bas de l'écran sous forme d'une formule. Formule qui, encore une fois, comme précédemment, est exprimée. S4, c'est les sommes des puissances 4, S3, c'est les sommes des puissances 2, S3, c'est les sommes des puissances 3, S2, c'est les sommes des puissances 2, et c'est tout à fait singulier, cette formulation qui reste dans un cadre de nombre figuré. Ce projet ne sera pas poursuivi, puisque pour des sommes plus complexes, on ne peut plus faire ça. Voilà, ça c'est l'écran de conclusion. Alors, commencement, je ne crois pas qu'il s'agisse vraiment de commencement. Par contre, ce que j'ai cherché à voir, c'est quelles sont les références
culturelle d'études, on a évoqué tout à l'heure de Fermat, j'ai essayé par des noms que j'ai cités très rapidement, j'ai oublié sans doute de les montrer. Hein. La ligne 2, effervescence du temps, étude loin d'une solitude, on a bien vu que Fermat n'est pas isolé en fait, pas vraiment isolé. Puis on peut penser que dans ses études, il a eu accès à la culture ancienne et classique. Voilà. Il laisse des problèmes pour la postérité. Un petit accent quand même sur ce moment que je vois moi comme un moment de tradition autour de l'algèbre. Il est algébriste, mais dans le cadre de la tradition peut-être, comme Diophante, où on résout des équations. Et ça ne veut pas dire qu'on les résout comme nous, avec des formules. Bon. Il est algébriste aussi dans l'allure nouvelle que prend l'algèbre, celle du calcul, l'étude des expressions algébriques. Ça émerge beaucoup au début du XVIIe, enfin avec Descartes surtout. Ne pas oublier que c'est contemporain, à quelques années près, de la publication des écrits de Descartes. Il fait usage de l'algèbre, puisqu'il le dit à propos d'une autre question d'arithmétique. Il dit à Robert Val, j'ai trouvé une méthode générale pour résoudre toutes les questions par algèbre. Il établit l'inventif. Comment ne pas penser qu'il est imprégné de ce grand art dont Viette a dit qu'il est la méthode d'invention la plus certaine en mathématiques. Voilà. Alors ces deux observations sont de modestes questions mathématiques, mais il me semble qu'elles marquent ce qui, l'année d'après, 1637, 1638, va jaillir en arithmétique avec la descente infinie. Enfin, voilà. Tout semble, d'après moi, tout semble prêt pour l'explosion d'un génie. Voilà, merci beaucoup.